Retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Maire de la ville de Douala, Roger Victor Mbassandine, après 2 journées folles. Il a pris fonction effectivement ce jour après une passation de services techniques qui a été effectuée entre le docteur Fellington Ntonnet et lui. Vous avez suivi dans ce journal un portrait sur son parcours professionnel. Lui qui est un haut cadre de l'administration publique camerounaise, ancien président du conseil d'administration de l'entreprise AES Sonel. Lui aussi qui est déjà engagé en tant que conseiller municipal à Douala 5, militant du RDPC. Son projet pour le développement de la ville de Douala a intégré plusieurs autres projets qui avaient déjà été élaborés du temps du colonel Etombe Kata et des projets qui doivent être implémentés selon les ambitions du nouveau maire de la ville de Douala. Voilà, madame, monsieur, ce sera donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie du général Bao, Eric Yombi, Joseph René Mboutouzé et Maître Roland Ndiéou. Maître Ndiéou, vous étiez à Douala ces 2 derniers jours? Tout à fait. J'étais à Douala. Douala est un nouveau maire. Il y a un maire de la ville de Douala. Tout à fait, j'ai également appris ça aussi. J'ai également appris que l'accouchement n'a pas été quelque chose d'aisé, oui. Surtout que l'appareil politique duquel est issu ce maire nous a montré encore une fois qu'il est plutôt, et c'est un avis personnel, je crois que beaucoup partageront, inapte à la démocratie. On s'est retrouvé en train d'avoir désormais des maires élus, certes, mais désignés d'abord, et désignés depuis le sommet. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet-là. Je suis un citoyen de la ville de Douala. Oui. J'aspire à vivre dans une ville meilleure. Je ne peux donc espérer que le nouvel exécutif de la ville de Douala soit à la hauteur de nombreuses attentes qui pèsent sur ses épaules. Les turpitudes politiques et politiciennes, nous les connaissons déjà toutes. Je crois que ce n'est pas toujours important de revenir dessus parce que tout le monde les connaît. Je souhaite simplement que cet exécutif de la ville de Douala puisse adresser dans la limite des 15% qui sont transférés aux collectivités territoriales, même si on aurait espéré ou souhaité que ce soit plus conséquent comme on voit ailleurs, pour qu'il y ait une véritable décentralisation effective, que cela puisse permettre effectivement qu'on ait une ville où les questions saillantes, notamment d'éclairage public, notamment de logements sociaux, notamment de voirie, de salubrité, de questions environnementales, puissent être mieux adressées. Voilà. Eric Yombi, 2 jours, trop compliqué pour vous également. Accouchement d'un exécutif de la ville de Douala par césarienne. J'ai envie de dire qu'il nous a été servi un très mauvais film. Comment ça? Oui, parce que moi je pense que les différents acteurs auraient bien fait, n'est-ce pas, de nous épargner tout ce cinéma. Peut-être qu'ils auraient dû, n'est-ce pas, à l'avance négocier vraiment tout ça en offre. Parce qu'on a vraiment beaucoup d'autres choses à faire en ce qui concerne cette ville. Il y a les préoccupations sont énormes. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans cette ville. Je suis au regret de dire que Douala n'a jamais été aussi sale, insalubre, manque d'éclairage, la voirie est dans un état, dans un piteux état.
Je pense que, tout à fait, sans parler des transports publics, c'est la catastrophe. Moi, je pense qu'il nous aurait épargné de ça pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Tant mieux, 48 heures après, finalement, il y a le maire de la ville, vivement évidemment, qui s'intéresse aux questions bien précises. Je ne suis pas prophète pour savoir s'il travaillera bien ou pas, mais je souhaite vivement qu'il donne à Douala, n'est-ce pas, le flambeau que cette ville mérite, parce qu'évidemment, elle donne tellement au Cameroun qu'elle aimerait avoir, n'est-ce pas, l'attention. Mais au-delà de ce qu'on a évoqué, à savoir la voirie, l'éclairage qu'on sort, moi, je pense qu'il serait souhaitable et de plus en plus que le maire de la ville ait également des engagements profonds en ce qui concerne notamment l'éducation. Parce que, vous savez, on a parlé de Cannes avec ces infrastructures que nous sommes dotés. On parle de plus en plus de relever le niveau de vie des citoyens et consorts avec des questions de sécurité. Mais je pense qu'il y a deux questions essentielles qui sont très importantes pour les Camerounais. Les questions d'éducation et de santé. Moi, je pense que ce sont des chantiers muets. En ce moment, les Camerounais souffrent énormément. C'est vrai, il s'est prononcé sur l'éclairage public, il s'est prononcé sur la voirie, mais il y a des chantiers extrêmement importants. Je vais peut-être même extrapoler en disant que à partir du moment où la CAN sera passée, il faudrait évidemment que l'État du Cameroun s'intéresse à ces chantiers qui sont extrêmement importants. Si vous avez regardé, l'espérance de vie au Cameroun a baissé. Et si l'espérance de vie a baissé, c'est parce qu'évidemment le Camerounais a notamment du mal à bien se soigner. Alors il n'est pas difficile de constater que beaucoup de personnes qui vivent à Douala font un paludisme, une malaria après environ 6 mois. C'est tout simplement parce que la ville est sale. On a, n'est-ce pas, des moustiques, la nouvelle femelle à tout bout de rue. Je prends un exemple simple concernant les questions d'insalubrité. Nous avons grandi dans cette ville, on voyait que dans la plupart des gargotes encore appelées bars, il y avait au moins des toilettes. Il n'y a quasiment pas de toilettes. C'est où? C'est évidemment dans les premiers caniveaux qui se trouvent près des gargotes. Il y a un autre exemple, je n'ai rien contre les propriétaires des agences de voyage. Mais c'est curieux de constater que dans cette ville, lorsqu'il y a des toilettes, c'est payant. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est quand même un problème. Vraiment, il y a des chantiers que je qualifie de muets, mais ces chantiers, évidemment, le nouveau maire de la ville devrait s'attaquer frontalement. Payante, on doit mettre ça de côté dans les agences de voyage. De côté, totalement de côté. Et que Douala se dote, comme certaines petites villes, j'allais dire petites localités, des toilettes publiques. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez, par exemple, à Bonandre, que vous voulez vous mettre à l'aise, que ça se fasse aisément. Comme, mais c'est payant. Je ne suis pas l'avocat des Bagantés, par exemple, mais lorsque vous arrivez dans certaines petites localités, il est possible, n'est-ce pas, de se mettre à l'aise sans de bourser un seul sou. Joseph René Mboutou, vous avez eu peur pour votre parti ces 2 derniers jours qu'une note, c'est-à-dire une décision du comité central, désigne quelqu'un au poste de maire de la ville et que les autres camarades ne prennent pas ça de cette oreille. Le parti à Douala avait la responsabilité de montrer qu'il tient la main ferme sur la gestion participative des militants. Lorsqu'on est membre d'un parti politique, on est chapeauté par le comité central. Et lorsque le comité central a pris une décision, cette décision doit être observée de tout le monde. Sinon, ça devient un cas d'indiscipline. Vous arrêtez un instant. Qu'est-ce que vous allez faire du maire de Marois? Qu'est-ce que vous allez faire je ne peux pas être dans le secret de Dieu, mais ça veut dire qu'il y a j'observe ici qu'il y a eu beaucoup de cas d'indiscipline concernant ces élections de maire. Oui. Et mon souhait, c'est que ces cas d'indiscipline soient observés et traités avec beaucoup de rigueur, parce que tous ces candidats avaient été d'accord sur des préalables au moment où le parti les investissait. Des engagements sur l'honneur? Oui, des engagements sur l'honneur. Maintenant, d'où vient-il que lorsque le parti rentre dans ses prérogatives, que certains candidats se mettent en porte-à-faux contre la vision, l'orientation du parti? C'est des cas d'indiscipline qui n'ont pas honoré mon parti. Et comme à la dernière élection, je crois qu'il y aura un conseil de discipline qui pourra statuer sur certains cas. Mais je suis content pour qu'enfin Douala a eu ce maire
ce maire qui a été voulu par la plus haute instance du parti, parce que Serge Alain, Douala est une ville qui est en pleine mutation ces derniers mois. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai risqué quitter chez moi à 20 minutes de l'émission. J'habite à Denva, Bonamoussadi. Et vous voyez, je suis parti de chez moi. Toujours à l'heure. Hein. Et je suis arrivé à l'heure. Or, il y a quelques temps avant, c'était vraiment un chemin de croix pour partir de Bonamoussadi et arriver à quoi. Maintenant, on peut faire cet axe-là pratiquement en 5 minutes. Vous avez suivi les autres chantiers évoqués par Eric Yombi? C'est tout comme une autoroute maintenant, partie de Bonamoussadi, arriver à quoi. On ne roule que sur des voies à double sens. Et lorsque on entre par Yaoundé, on voit tout le travail qui est fait pour embellir la voirie de Douala. Je suis quand même étonné que certains Doualais continuent à ne pas apprécier tous les efforts que le gouvernement fait pour essayer de donner de la viabilité Est-ce que vous faites une motion à cette ville de Douala de billets? Maintenant, c'est quand même leur boulot. Je voudrais, pour chuter, observer ici, et je l'observe pour être joyeux, pour exprimer la joie, que pour une première fois sur ce plateau, on a eu quelqu'un qui n'est pas camerounais. Et j'ai observé, et je crois que les Camerounais l'ont retenu, que pendant que nous, on envie la Côte d'Ivoire, ce monsieur a dit que c'est un paradis de démocratie au Cameroun, parce que la démocratie commence d'abord par la liberté d'expression. C'est ce soir que j'ai découvert que la Côte d'Ivoire n'a que 2 chaînes de télévision. Quand nous, on a des centaines où des gens peuvent s'asseoir et des radios dire ce qu'ils veulent sur n'importe qui sans être inquiété. Et c'est notre ami ivoirien sur le plateau qui l'a dit. Et je crois que son jugement n'a pas de parti pris. Il n'a exprimé le ressenti qu'il vit depuis qu'il est au Cameroun. Okay. Et je voudrais féliciter ces citoyens de la Côte d'Ivoire de rappeler aux Camerounais qu'ils sont dans une situation situation, je dirais, en or au Cameroun. Et c'est parce que nous vivons dans cette liberté totale que nous avançons. Parce que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas que, après ces émissions qui paraissent souvent très très chaudes, qu'on se retrouve souvent ensemble, on rit, on boit un verre ensemble, on parle de tout et de rien. Beaucoup pensent qu'après ça, peut-être en descendant les escaliers, ce sont des bagarres. Les Camerounais aiment rester ensemble, ils aiment vivre ensemble. Tant que nous avions tous les moyens qui nous permettent de mener une vie sereine, on aura toujours un Camerounais prospère. Voilà, merci. Général Bao, dites-moi, comment il est élu le maire d'Abidjan? Écoutez, Alain Serge Tour, d'abord, pour répondre à mon frère Boutou, moi, je n'ai pas vocation à m'ingérer dans la politique interne camerounaise. Je parle avec un regard d'observateur, bien sûr, étranger. Je suis réfugié politique au Cameroun. Sur le Cameroun, sur 4, moi aussi, je perds. Ne dit-on pas que le Cameroun est l'Afrique en miniature? Donc, raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux Camerounais d'être unis dans les divergences. C'est ce qui fait la force du Cameroun. C'est-à-dire, vous pouvez vous attaquer, mais quand il s'agit de l'intérêt national, les Camerounais se remettent ensemble. Mais ça, c'est la force de ce qu'on appelle l'État-nation. C'est ce qu'on cherche à construire en Côte d'Ivoire et qu'on n'arrive pas à construire. À Abidjan, on a plusieurs maires par commune. À Cocody, à Port-Boué, à Djamé, il y a des maires. Et il y a le gouverneur de la ville. Et au-dessus du gouverneur, on a le président du conseil régional. C'est en cela que je veux saluer le Cameroun, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a amorcé véritablement même les enjeux de la décentralisation. Il est important, parce qu'en 10 ans de pouvoir, beaucoup nous sont posés la question, comment est-ce que le président Laurent Gbagbo a pu résister politiquement et économiquement face à ses oppresseurs? Mais écoutez, c'est parce que Gbagbo a mis en jeu un système de décentralisation. Il a instauré ce qu'on appelle les conseils régionaux, qui étaient dirigés par des présidents de conseils régionaux. Et ces présidents-là
avait à charge de gérer des régions. En fait, la décentralisation pour nous traduit le partage équitable, la redistribution des fruits de la croissance, la redistribution des ressources. Elle rapproche la gestion étatique de la population, de telle sorte que la population se sent imprégnée dans la participation inclusive, dans le développement inclusif. C'est un peu de cela qu'il s'agit. C'est ce que c'est que la décentralisation. Elle permet aux citoyens lambda de prendre part aux enjeux de sa commune, de sa région, en ayant un regard averti, un regard d'auditeur sur la gestion de sa commune, de sa région. Et le super maire, ici à Douala, est comme ce qu'on appelle le président du conseil régional en Côte d'Ivoire. Et de telle sorte que, par exemple, s'il y a un budget de 3 000 milliards qui est voté par l'État du Cameroun, chaque président du conseil régional en Côte d'Ivoire a au moins 10 000 milliards, peut-être 100 milliards ou bien 500 milliards pour gérer sa région. Et il gère sa région de façon locale. De telle sorte que le citoyen lambda de Douala, de la région du littoral, a le pouvoir d'avoir un regard d'observateur, de contrôleur sur la gestion du super maire. Et c'est important. Elle permet d'amorcer le développement au point de vue des infrastructures routières, au point de vue des cabines, ou pour pisser même c'est payant. C'est un peu cela. Donc, j'ai applaudi le Cameroun, je salue au passage le super maire qui a été voté, et j'ose croire que ce sera véritablement un développement participatif fort et inclusif fort de la population du littoral. Ok. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, on va passer aux forces en présence. Le président Ouattara dit qu'il est non partant. On va essayer de voir. Je commence par vous, maître Roland Ndiéwou. Guillaume Kikbafori Soro, mandat d'arrêt. Est-ce qu'on pourrait voir Guillaume Soro sur les starting blocks le 30 octobre? Je ne vais pas je vais pas faire un exercice de divination, oui. Mais j'observe quand même qu'il y a comme une manœuvre en cours actuellement en Côte d'Ivoire qui tend à, sinon affaiblir, éliminer ou écarter du jeu politique ce qu'on pourrait considérer comme des poids lourds et pas des moindres. Vous parlez de M. Soro, qui a quand même été récemment président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mais avant ça, il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire et en même temps ministre de la Défense. Donc, ne serait-ce que du point de vue du pédigré, c'est un poids lourd. Mais il n'y a pas que lui. Il y a M. Gbagbo, Laurent, qui n'est pas seulement un homme politique ivoirien. Pour tous ceux qui en Afrique ont une fibre panafricaniste et patriotique, ils voient en M. Gbagbo une sorte de modèle. Il y a lui, il y a Guillaume Soro, qui sont aussi dans des situations de porte-à-faux, en quelque sorte, avec la politique ivoirienne, parce que du fait de leur position actuelle, il n'est pas sûr qu'ils peuvent facilement rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'est pas sûr qu'une fois rentrés en Côte d'Ivoire, ils ne feront pas l'objet d'arrestation ou d'interpellation, parce qu'il y a des condamnations qui, me semble-t-il, pourraient peser sur eux une fois rentrés en Côte d'Ivoire. Et quand je regarde tout ça, ça fait écho avec la phrase qu'a prononcée M. Ouattara, qui est celle de transférer le pouvoir. Peut-être qu'il dit qu'il va transférer le pouvoir parce qu'il se serait déjà organisé pour que les adversaires les plus redoutables soient finalement mis à côté, pour que finalement il y ait une sorte de boulevard qui soit ouvert à celui à qui il voudrait transférer le pouvoir. Donc moi, ma petite analyse consistera à dire que moi je crois qu'il faut qu'il y ait un jeu électoral ouvert et vraiment que les jeux soient ouverts. Et pour que les jeux soient ouverts, il faut que les acteurs politiques qui comptent en Côte d'Ivoire puissent effectivement avoir la possibilité de briguer le suffrage universel. Mais je vais faire une petite virgule pour sortir de mon propos, parce que tout à l'heure, il nous a été expliqué que la transmission du pouvoir entre M. Ahidjo et M. Biya n'en était pas une. Mais j'aimerais quand même signaler que, tout d'abord, nous étions dans un contexte de parti unique, et donc prendre la décision de faire du Premier ministre le successeur constitutionnel était tout à fait dans les cordes du président en fonction. Ça, c'était d'un. Et donc, deuxièmement, le choix de celui qui devait occuper la fonction de successeur constitutionnel revenait
précisément au précédent président de la République. 3. Le discours de démission de M. Ahidjo. Il appelle clairement, dans son discours de démission, les Camerounais à soutenir à faire confiance à son successeur constitutionnel. Donc, au moment où il démissionne, il a très bien à l'esprit qui est le successeur constitutionnel. À qui est-ce que le pouvoir va échoir? Parce qu'on a donné comme l'impression tout à l'heure quand on a parlé de vacances, c'était comme pour dire que bon, c'est un pur hasard et que c'est parce qu'il y a eu la loi que ce hasard a voulu que le pouvoir échoue entre les mains de celui qui nous gouverne encore aujourd'hui, 40 ans, quarantaine d'années plus tard. Non, c'était bel et bien planifié. On est parti d'un processus. On a d'abord restauré le poste de Premier ministre en 1975. Ensuite, on a nommé un titulaire bien bref, précis. Ensuite, on a fait une modification de la Constitution à un moment, en 1980, bien précis, pour que finalement, quand on démissionne, que le pouvoir échoue à celui qu'on a bien voulu désigner. Il avait prévu dans la démission aussi. Vous avez dit tout à l'heure que je ne vous avais pas interrompu, mais le fait est que la démission, ce n'est pas... Démissionner n'est pas un verbe d'état, c'est un verbe d'action. Donc, on démissionne activement, on prend la décision de démissionner. Ça implique donc une certaine volonté. Quand vous convoquez la notion de vacances, c'est un état. C'est-à-dire que c'est comme un hasard. Sauf que là, on a une volonté, celle de démissionner, qui entraîne la transmission d'un pouvoir à quelqu'un dont la même volonté a voulu qu'il soit en possession du poste de Premier ministre qui se trouve être en même temps celui... Quand un président démissionne, il n'y a pas vacances. Vous m'interrompez, monsieur. Je ne crois pas avoir... Vous savez, pour interrompre, il faut comprendre. Je ne crois pas avoir dit qu'il n'y a pas eu vacances. Ah, ok. Heureusement qu'il y a... Vous m'avez entendu dire ça? Donc, d'accord, ça va. Pourquoi m'interrompre? Si on est d'accord, allons-y. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas vacances. Mais je dis que les circonstances ne sont pas arrivées de manière anodine. Elles n'ont pas surpris ni le démissionnaire, ni le successeur constitutionnel. Les éléments dans leur enchaînement temporel montrent bien que tout au moins en ce qui concerne le précédent titulaire, il y avait une volonté que ce pouvoir-là échoue entre les mains de celui qui est là actuellement et pas un autre. Parce que pour que ça échoue entre les mains d'un autre, il aurait suffi de désigner un autre Premier ministre avant de démissionner, que cela aurait eu pour conséquence de transférer ce pouvoir à un autre que le titulaire actuel. Il y a bel et bien un acte de volonté. Et donc, pour le cas ivoirien, et je l'ai dit tout à l'heure, espérons que les jeux seront ouverts pour que la Côte d'Ivoire puisse se doter d'un président voulu, véritablement voulu par le peuple ivoirien. Éric Yombi, dites-nous en quoi le président Laurent Gbagbo est hors jeu. Le président Laurent Gbagbo est en ce moment en résidence en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Il n'a pas le droit d'être au-delà de cette localité. Et je crois savoir, sauf erreur, qu'il doit pointer chaque semaine, n'est-ce pas, quelque part, évidemment, pour attester qu'il n'est pas sorti, n'est-ce pas, d'un certain rayon. Tout à fait. Et tout ceci, tout simplement parce qu'il y a une procédure, n'est-ce pas, à la Cour pénale internationale, il y a eu un appel, évidemment, donc il est obligé d'attendre qu'un verdict soit rendu. Et connaissant un peu comment ça fonctionne, et vu, je pense, le procès qui s'est passé en ce mois de février, on doute fort que d'ici à la fin de l'année ou alors avant la présidentielle, que nous arrivions, n'est-ce pas, au terme, qu'on ait une décision définitive. Et même, vous savez, le problème de fond, en fait, concernant le président Gbagbo, c'est quoi? Il a une capacité de mobilisation qu'il fait qu'en réalité, le régime ivoirien ne souhaiterait pas qu'il se trouve sur le sol ivoirien parce qu'il a une capacité de mobilisation. Le président Gbagbo est un tribun, il connaît parler et c'est à ce titre que de temps en temps, vous l'avez certainement vu, n'est-ce pas, dans les maquis ou alors d'avoir, n'est-ce pas, une proximité avec les populations.
Idem pour Blé Goudé, qui lui aussi a été, je crois, il y a eu une décision qui a été rendue par un tribunal ivoirien disant en fin décembre, elle a été 20 ans, condamnée à 20 tout ans. À 20 ans, plus précisément. Alors, il nous reste dans le chapeau et à l'étranger, exactement, Guillaume Soro. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a C'est un mandat d'arrêt. Oui, ce n'est qu'un mandat d'arrêt, mais il n'y a pas de condamnation pour le moment. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura certainement une médiation qui va se mettre en route. Et cette médiation ferait... Que faites-vous d'Henri Konan Bédié, qui est en Côte d'Ivoire? 86 ans. Henri Konan Bédié aura, n'est-ce pas, les honneurs qui lui reviennent en tant qu'ancien président de la République. Mais de par ce qui semble se dessiner en Côte d'Ivoire, nous voyons mal que le président Bédié puisse de nouveau se présenter aux élections. La principale figure qui en ce moment est à l'extérieur, qui a toutes les chances de participer aux élections, c'est Guillaume Soro. Je disais sans doute que on est dans un cas de figure où il y a une médiation qui sera engagée et certainement il va revenir en Côte d'Ivoire. Et ne soyez pas surpris que dans ce ticket que veut le président Ouattara, c'est-à-dire que le vice-président soit nommé, que nous retrouvions encore un certain Guillaume Soro. Nous sommes dans un puzzle et je crois que petit à petit les choses sont en train de se construire. Peut-être que ce que le président Ouattara voulait précisément dire, c'est ceci: j'ai mon dauphin. Maintenant, celui qui est en face, s'il veut bien, mon dauphin pourrait lui tendre la main. Peut-être que c'est ça le véritable message qu'il faut entendre, peut-être. Mais nous sommes dans l'analyse. Général Bao, Henri Konan Bédié, 86 ans, et limite d'âge pour postuler, briguer la présidence. Écoutez, Henri Konan Bédié est un ancien président. Oui. Il est aussi Vous dites que le verrou a été levé en 2016. Président d'un parti politique. Donc, c'est à ses militants de le bénéficier au président des élections s'il décide d'être candidat. Ça n'engage que lui. Effectivement, en 2016, lors du référendum constitutionnel, le PDCI avait appelé à voter oui. Ils ont appelé à voter oui parce qu'en ce moment, ils étaient en parfaite odeur de sainteté avec Alassane Dramane Ouattara. Oui. Maintenant qu'ils sont en discorde, parce que Ouattara avait promis le pouvoir en Bédié en 2015. Oui. Et Chacun venait faire il a fallu qu'il dise à Bédié, s'il te plaît, laisse-moi en 2020, je vais te léguer le pouvoir. Et à l'orée de 2020, Ouattara a voulu créer le RHDP, c'est-à-dire le RHDP unifié, mettre le RDR et le PDCI ensemble. Alors que le RDR est sorti du pipi du PDCI. Et le RDR est devenu un caïman dans le pipi du PDCI. Aujourd'hui, il veut avaler, phagocyter le PDCI. Et Bédié a dit non. Il a crié à la trahison. Mais voyez-vous, aujourd'hui, lorsque mon cher copanaliste Eric Yombi dit qu'il n'est pas l'avocat de Ouattara sur ce plateau, non, je ne le vois pas en avocat de Ouattara sur ce plateau. Au contraire, lui et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est parce que peut-être qu'on s'y prend de la mauvaise manière. Je suis d'accord, surtout que moi aussi, j'ai un livre en matière de relations internationales qui va sortir bientôt. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Mais quand je vais attaquer les fonds baptismaux de la France-Afrique, on m'empêche. Bon, voilà. Donc, je disais, vous comprenez? Donc, voici un peu la géopolitique en Côte d'Ivoire. Eric ne disait pas la météo politique de la Côte d'Ivoire pour savoir qui sera éligible, qui sera candidat ou pas. Tout à fait. Ouattara a une analyse logique d'écarter politiquement tous ses adversaires politiques. C'est en cela que lorsque Yombi dit que Ouattara a écrasé politiquement tous ses adversaires politiques avec l'aide de la communauté internationale dite autoproclamée, je suis d'accord avec lui. Effectivement, Ouattara, lorsqu'il dit j'ai décidé de l'écrire, j'ai décidé. Donc, lorsqu'il dit je, c'est un prénom personnel. Ouattara personnifie donc le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il personnifie la démocratie à l'ivoirienne. Il s'arroge tous les attributs divins qui font l'État de Côte d'Ivoire. Il s'attribue et les attributs du pouvoir présidentiel. Il s'attribue les attributs du pouvoir législatif et il s'attribue les attributs du pouvoir judiciaire. La preuve, Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas démissionné, il a été démissionné. Il a été démissionné par le pouvoir Ouattara. Comment est-ce que dans un État dit démocratique, le président qui a le pouvoir présidentiel prend la décision de démissionner le patron du pouvoir législatif? C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Nous sommes surpris. Donc, Ouattara a toujours violé de façon flagrante la Constitution. C'est en cela que sa non-participation aux élections 2020 est un non-événement pour nous.
Depuis que votre président en Côte d'Ivoire, installé par l'apologie des armes, il a toujours violé la Constitution. Figurez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, il est président du RDR, président RHP unifié. C'est un parti étant le parti unique. Et il est président de la République. C'est une violation flagrante de la Constitution. Alors qu'en temps normal, il aurait dû rendre démission pour devenir président de la République. Mais il ne l'a pas fait. Donc il y a une violation flagrante de la Constitution de façon tout azimut en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est là qu'il s'agit. Merci. Merci. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de l'émission. Voilà. Merci Général Bao et bonne chance pour la suite. Non, on est, vous allez voter le 31. On est serein. Bao sera libéré et il reviendra diriger la Côte d'Ivoire. Nous sommes sereins. Vous allez voter le 31 octobre en Côte d'Ivoire? Le 31 octobre, on ose croire qu'il y aura des élections aussi après une transition politique qui est mise en place. Est-ce que vous allez voter? Mais je suis un citoyen, je vais exercer mes droits de citoyen si je suis pas en exil au Cameroun. Parce que tout compte fait, l'annonce de Ouattara nous donne l'opportunité d'entrer en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Merci Eric Yombi. C'est moi qui vous remercie. Merci Joseph René Mboutou. Oui, merci Serge Alain de m'avoir une fois de plus invité. Voilà. Merci Maître Ndiaou. Merci Monsieur Otou, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà, plaisir renouvelé. Madame, Messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain, ce sera pour la dernière de la semaine. Bonsoir. Bonsoir Balengo.